Bon, donc je m'appelle Pierre-Marie Sève, je suis très heureux d'être là, je remercie l'Action française de nous avoir invités. Donc tout d'abord, je vais excuser François Bielecnet qui devait venir, on en avait encore parlé très récemment, il avait vraiment, en plus je sentais qu'il avait de plus en plus envie de venir à Lyon. Et bon, et là, donc depuis mardi, il est cloué au lit. C'est pas quelque chose de grave, mais en tout cas ça l'empêche même probablement, ça l'empêchait toute la semaine de faire tout ce qu'il devait faire et probablement même la semaine prochaine. Donc, mais bon, c'est rien de grave, donc c'est le bon côté. Donc c'est moi qui le remplace, moi je suis le délégué général de Stop au Porno. François Bielecnet est le président de Stop au Porno, c'est aussi le président de Liberté Politique. Donc c'est lui qui a créé l'association il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans. Et donc moi je suis le délégué général depuis septembre, donc depuis bientôt 6 mois. Voilà, le problème du porno, moi j'y ai été confronté en dernière année de mes études, donc il y a quelques années, et c'était vraiment tout bête, c'est en voyant tous mes camarades de promo être baignés dedans, et notamment quelques-uns Enfin, il y en avait qui le vivaient mal, et donc je me suis dit il faudrait les aider, et on ne peut pas juste les aider au niveau individuel, mais aussi il faut les aider au niveau politique. Il faut faire en sorte que la pornographie soit reconnue au niveau public, tant dans le public général, tant qu'au niveau des institutions, et que le porno soit reconnu comme un vrai problème, parce que c'est un vrai problème, et c'est ce que je vais vous expliquer là pendant à peu près entre 30 et 40 minutes. Après on aura des questions. Là, n'hésitez vraiment pas. Moi, en tant que délégué général, j'ai la tête dans le guidon en permanence, donc je suis vraiment le sujet de près. Et normalement, je répondrai à toutes vos questions. Donc là, vraiment, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, donc je vous remercie vous aussi, parce que c'est un sujet qui n'est pas facile. C'était pas facile il y a quelques années. Ça l'est de plus en plus, donc bon, on voit que de plus en plus l'opinion publique se saisit un peu du sujet, mais ça reste quand même un sujet qui n'est pas facile, voilà, un soir de parler de pornographie, ça a un côté un peu repoussant. Et donc bah, merci à vous d'être venus, c'est déjà assez courageux, donc bravo. Alors comment ça va fonctionner? Moi en fait je ne vais pas vous faire un plan de disserte, je vais vous faire, on a l'habitude de faire on appelle ça des coups de projecteur. En fait ce sont les grandes idées, donc 7 grandes questions sur le thème de la pornographie. Voilà, donc je vais vous faire, qui vous donneront un peu un aperçu du sujet. Et si vous voulez plus de détails, donc on a amené des livres, on a un DVD. Je précise que notre DVD a été mis sur YouTube il y a 2 semaines, donc il est accessible vraiment facilement sur notre page, sur notre chaîne Stop au Porno. Voilà, donc le sujet qu'on va aborder ce soir, c'est le tsunami pornographique. Donc c'est un tsunami qui engloutit vraiment de plus en plus le monde. François Bielecnet, il travaille depuis plusieurs années dessus, depuis une dizaine d'années, je crois 12 ans pour être plus précis, à travers Liberté Politique. Et on voit vraiment la situation empirer, alors que déjà on partait vraiment de très loin. L'enjeu, c'est vraiment pas anodin. C'est l'avenir des individus individuellement, donc ça peut être n'importe qui dans cette salle. On est tous. Il faut savoir aussi que le porno, ça fonctionne au mécanisme primaire de l'être humain, donc ça peut vraiment très facilement. Ce sont des pièges dans lesquels il est très facile de tomber, et donc ça nous concerne tous individuellement. Ça concerne nos familles, bien entendu. Les plus jeunes sont les plus vulnérables. Ça concerne notre pays en entier. Parce que, bon, je vais vous l'expliquer, la pornographie, c'est pas anodin, c'est pas juste un produit de consommation. Ça peut aussi être vu comme faisant partie d'un plan politique qui a pour but de détruire certaines choses dans notre société. Et la France telle qu'on la connaît ou telle qu'on l'a connue, parce que maintenant, bon... voilà, c'est un phénomène assez unique dans l'histoire, la pornographie, parce que c'est la possibilité instantanée de se pervertir. Donc c'est pour ça que là, tout ce que je vais vous expliquer, en 7 coups de projecteur, je vais vous expliquer en quoi est-ce que c'est vraiment important. Alors, donc notre premier coup de projecteur, c'est qu'est-ce que la pornographie? On va commencer par le commencement. Donc étymologiquement, la pornographie, ça vient du grec. Donc c'est un mot qui est venu au XVIIe siècle en français, mais qui a été formé à partir de racines grecques. Donc c'est porné d'abord, qui est la prostitution en grec, et grapho, qui est la représentation, l'illustration, donc c'est peindre, écrire, décrire. Donc étymologiquement, la pornographie, c'est la représentation de la prostitution. Aujourd'hui, on a une acception beaucoup plus grande qu'on peut avoir dans la pornographie. Donc, en gros, nous, la définition qu'on a, c'est toute représentation, tout support qui est destiné à produire une excitation sexuelle externe à l'individu et au couple. Voilà, ça c'est la définition bien scientifique, bien carrée.
Seulement, c'est pas uniquement ça. La pornographie, c'est pas uniquement la définition que je vous en ai donnée. En fait, avant d'arriver à la définition que je vous en ai donnée, il y a tout un chemin, il y a toute une route qui s'appelle l'hypersexualisation. Et donc, le phénomène global, ce sont les deux. C'est la pornographie, premièrement, mais il y a aussi, il faut savoir, l'hypersexualisation. C'est pour ça que nous, nos actions vont être pour sauver des individus, des addicts, ou pour faire la prévention des écoles, là c'est plutôt la pornographie en tant que telle, mais il y a aussi l'hypersexualisation. Là récemment, la semaine dernière, on a encore porté plainte contre la RATP. On aurait pu porter plainte partout en France, mais toutes les régies de transport, jusqu'en Alpes-Maritimes, on nous a dit, avaient des publicités, je ne sais pas si vous avez vu, pour la série Sex Education de Netflix, dans laquelle on voit deux hommes s'embrasser goulûment, vraiment en gros plan. Il y a une volonté de choquer là-dedans, et puis il y a une volonté d'abattre des cadres. Donc pour nous, c'est pas innocent du tout ce genre de publicité. Il y a aussi toute la désacralisation du sexe. Donc quand on voit des serviettes hygiéniques en grand plan dans le métro, c'est vrai que ça a un effet qu'on sent peut-être pas tout de suite quand on le voit. On peut être assez insensible parce qu'on s'habitue un peu à tout ça. Hein. Mais le fait même de s'habituer, c'est qu'on est dans un bain qui est vraiment très malsain et qui mène lui-même à la pornographie. Donc depuis 1968, il y a eu la libération sexuelle. Les publicités de femmes nues géantes, en gros, c'est... alors, moi je ne l'ai pas connue, mais je crois que c'est en 81, c'est la Myriam. Donc Myriam, c'était une grande publicité, je ne vais pas vous la décrire, mais en gros, c'était semaine après semaine, une femme qui se dénudait sur des grands panneaux publicitaires. Et donc ça, c'était vraiment une révolution publicitaire, les gens trouvaient ça grandiose. Et donc, ça a été un des coups d'envoi qui a suivi mai 68, toute l'époque de la libéralisation sexuelle de manière générale. Et donc, consciemment ou non, chacun d'entre nous, en fait, on s'en rend même plus compte, c'est un peu le problème, on est dans un chemin d'hypersexualisation. Donc, si on prend une journée ordinaire, donc à 7h, moi je me lève à 7h, je vais au boulot, je vais en métro, c'est un peu long en plus, moi j'ai 1 heure de métro, et donc je m'en suis rendu compte moi-même, hein, insensiblement, devant des affiches qui sont effectivement très sexualisées, très sexuées, donc dans lesquelles on voit, oui, des filles en soutien-gorge, mais ça on en voit à l'appel, bon, des hommes torse nus à la limite, mais c'est très facile à voir, et le meilleur exemple c'est Sex Education. On se lève le matin, on voit 2 hommes s'embrasser en gros plan, mais en 6 mètres par 3 mètres, voilà, donc on s'en rend à peine compte. Moi je me suis dit, c'est vrai, je suis pratiquement insensible, il y en a tellement qu'on n'y fait même plus tellement attention. À 10h30, ma fille, donc moi je n'ai pas de fille personnellement, mais si j'avais une fille, j'en aurai peut-être une bientôt, je suis fiancé. Mais ma fille, Emma, est donc une petite écolière de 9 ans, elle va découvrir à la récréation, donc ça c'est aussi un truc qu'on voit, dans lequel on est en plein dedans, elle va découvrir à la récréation, donc par exemple, à la récré, elle va dans les étagères de sa salle de classe, elle va tomber sur un manga pédopornographique, qui a été recommandé par l'Éducation nationale. Donc ça fait partie des livres qui ont été recommandés. Nous sommes en procès avec l'Éducation nationale, enfin Liberté politique est en procès avec l'Éducation nationale à ce propos-là, mais donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. À la pause déjeuner, je vais écouter la radio 5 minutes, bon, je vais entendre des blagues qui, pareil, je vais même pas vraiment m'en rendre compte, mais ce sera des blagues plus que douteuses, à caractère sexuel évidemment, du dernier animateur à la mode. À 20h30, je vais regarder le journal télévisé, je vais tomber sur une publicité pour une marque de serviettes hygiéniques. Donc ça, je ne sais pas si vous étiez tombé dessus, c'était au mois d'octobre. Donc une marque de serviettes hygiéniques qui détaillait par le menu toute l'anatomie féminine, et on avait droit à 30 secondes où effectivement, bah oui, là on se dit la sacralisation du sexe, elle a vraiment disparu. Donc c'était la pub Nana France, pour mémoire. À 21h50, je vais aller à l'opéra, peut-être avec mon filleul ou quelque chose comme ça. Et là, à l'opéra de Paris en l'occurrence, ça aussi c'est une affaire, à l'opéra de Paris, je vais voir les ébats sexuels des chanteurs lyriques. Voilà. Ça c'est quelque chose qu'on a vu aussi au mois de septembre, où on a des gens qui se baladent avec des sextoys autour de la taille, pendant un opéra, et pas n'importe lequel, c'est la Traviata, à l'opéra de Paris. Et nous on a tout... L'Opéra de Paris, franchement, alors je sais pas si c'est la même chose à Lyon, mais l'Opéra de Paris, c'est tous les 2 mois, on a un signalement nous disant, bah voilà, le dernier, c'était une vidéo qui est passée dans la newsletter de l'Opéra de Paris, et c'était une vidéo où là, c'était clairement pornographique. Alors évidemment, ils mettent de la belle musique classique derrière, donc ça n'a pas l'air, mais on voit clairement les sexes en gros plan, et bon, ça choque personne. Donc on avait fait 2 actions contre l'Opéra de Paris, il y en a une qui est toujours en cours, il y en a une, on avait réussi à mettre un avertissement pour les mineurs, mais c'est une victoire bien maigre évidemment par rapport au mal qu'ils peuvent faire. Donc ça c'est une journée type, et après une journée type comme ça, c'est vrai que de passer au clic
sur une vidéo pornographique, c'est beaucoup plus facile que si j'avais pas vu tout ça. Ça, c'est une évidence. Donc voilà en quoi le chemin, en quoi l'hypersexualisation est un chemin qui mène à la pornographie. Et donc je vais vous dire, il suffit de très peu de temps. Moi je me souviens d'une conférence qu'avait donnée François il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Et à la fin, donc il dédicaçait des livres, et puis à la fin il y a une mère de famille, une mère, oui, qui passait, et qui est venue le voir et dit « Ah, c'est vraiment très bien ce que vous faites. Et notamment, moi j'ai une fille, et c'est vrai ce que vous dites, parce que j'ai une fille, elle est polytechnicienne, elle a un super travail, elle a 28 ans, enfin elle avait 28 ans, elle va avoir 30 ans. Elle était vraiment sur les grandes routes de la vie, tout pouvait lui arriver de beau, et elle est tombée en 1 semaine sur la pornographie, et aujourd'hui elle en est vraiment, vraiment accro. Elle nous a raconté qu'elle en arrivait au point où elle s'enfermait le week-end et qu'elle sortait plus, elle voyait pratiquement plus personne, parce qu'elle était sur de la pornographie tout le week-end. Donc c'est vrai que ça semble assez, on se dit comment c'est possible de passer son week-end, mais on le voit, on a des témoignages, on le voit, il y a des gens qui passent leur vie. On les voit plus ces gens-là, parce que justement, ils sont partis, ils sont dans un autre monde. Mais on a ces témoignages-là qui nous le prouvent. Voilà, notre second coup de projecteur, bon c'est vrai que j'ai commencé un petit peu, c'est peut-être un petit peu une ambiance un peu terne, mais bon, mais il faut aborder le sujet, et je vais vous dire, on va finir par des notes d'espoir, donc vous inquiétez pas. Donc, second projecteur, c'est quels sont les fondements de la pornographie. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que les fondements de la pornographie, ça remonte à loin. Donc, en gros, on peut dire depuis le XVIIIe siècle, il y a eu la première offensive, la première vague au XVIIIe siècle, avec pour objectif de détruire l'ordre social. Donc, l'ordre social qui était basé sur la religion catholique notamment, avait donc l'icône de ce mouvement-là, c'est le marquis de Sade, qui a eu beaucoup de succès, enfin, ses œuvres avaient fait beaucoup de bruit à l'époque, et ça c'est même juste avant la Révolution française. Et voilà. Et l'objectif c'était vraiment de détruire les structures traditionnelles. Il y a des dizaines de citations du marquis de Sade qu'on peut retrouver, qui sont claires à ce sujet-là. Il y avait une volonté de destruction, et non pas une volonté d'améliorer ou de bâtir quoi que ce soit. Donc la pornographie, ça n'est pas lié qu'à Internet, ça remonte vraiment à loin. Les philosophes des Lumières, on a eu les révolutionnaires de 1789, il y a eu les marxistes, il y a eu les psychanalystes, et puis aujourd'hui on a plutôt les libéraux libertaires. Mais tout ça, donc notre cher Combandi, Dolto, Sartre, tous ceux qui votaient, qui signaient des pétitions pour enlever la majorité sexuelle, toutes ces choses-là, voilà, ces gens-là œuvrent pour la destruction, pour un projet commun qui est la destruction de la société chrétienne traditionnelle avec la société traditionnelle de manière générale. Et leur objectif, c'est désaliéner l'homme en libérant sa sexualité qui aurait été bridée et refoulée par la religion. Voilà, donc en plus, souvent on se rend compte que ces gens-là avaient des problèmes personnels en eux qui ont influé. C'est bête qu'ils aient été intelligents parce qu'ils ont quand même réussi à produire une œuvre, mais ils avaient des problèmes personnels à la base qui sont la base de toute leur œuvre politique. Donc ça, il y a un exemple assez clair aussi, c'est en URSS. Donc au tout début de la révolution russe, donc on a des documents déclassifiés du KGB qui nous expliquent, allez-y, asseyez-vous, donc qui nous expliquent des objectifs qu'avait le KGB. Donc par exemple, il y a une citation qu'on a, c'est « Chaque femme des jeunesses communistes doit satisfaire les désirs sexuels des garçons de la jeunesse communiste ». Voilà, ça c'était des instructions officielles du KGB. On avait également... donc au tout début de la révolution russe, il y a eu vraiment un mouvement de libéralisation sexuelle qui était de dire, bah voilà, on va abattre l'ordre établi, on va enlever la famille traditionnelle, etc. C'était un peu dans la même veine de quand ils allaient voir tous les immeubles et qui cassaient toutes les fioritures des immeubles parce que c'était le monde ancien. Bah, c'était un peu la même chose. Donc ils ont légalisé le divorce, ils ont légalisé l'avortement, tout ça d'un coup. Ils ont légalisé les ménages à 3 en gros, donc les mariages à plusieurs, la nudité était encouragée, il y avait des manifestations où les gens étaient entièrement nus. Ça n'a pas duré longtemps, parce qu'ils se sont vite rendus compte que ça créait un chaos total. Et donc, ça a duré jusqu'à la mort de Lénine à peu près, donc en 24 si je me souviens bien. Et ensuite, notamment Staline, on a été plutôt dans l'autre sens. N'hésitez pas à vous asseoir. On était vraiment, avec Staline, on était plutôt à l'autre extrême, qui était de dire, bah, l'homosexualité a été réprimée, la masturbation a été interdite, donc on a eu un mouvement de balancier, mais au tout début, en tout cas, c'était choisi la pornographie était vue comme une façon politique de changer les choses.
Puis aujourd'hui, donc, c'est plutôt les élites libérales libertaires. Donc, je vous citais Cohn-Bendit, on a tout un ensemble de personnes qui promeuvent la pornographie, ça on le voit bien. Et puis ils ont souvent le même profil. Nous, on travaille pas avec eux, Dieu merci, mais on est assez en contact avec par exemple les gens de Marc Dorcel, qui est une société pornographique. On était assez en contact avec eux. C'était pas des contacts très cordiaux, mais on en avait. Et on voit bien quel profil psychologique c'est. Ce sont des gens qui veulent vraiment détruire les structures. Ce sont des destructeurs par essence. Et donc le discours des élites libérales libertaires aujourd'hui, pour justifier le porno, c'est il faut organiser un monde avec des individus interchangeables, qui sont consommables et consommateurs sans aucune restriction. Donc la femme, ça devient l'objet de consommation courante, qui est offert à tous et à toutes, comme en URSS. Et puis l'homme, lui-même, ça devient une machine à plaisir, offert lui aussi à tous et à toutes. Donc la personne, évidemment, elle disparaît, et puis tout ça, c'est au profit d'un marché mondial très lucratif. On estime que le porno, alors les estimations basses, c'est 90 milliards d'euros dans le monde, mais il y a des estimations hausses qui recoupent les activités un peu indirectes, et là on serait à 900 milliards de dollars dans le monde. Donc c'est quand même vraiment un grand marché. Notre troisième coup de projecteur, c'est qui promeut la pornographie. Donc, qui promeut la pornographie? Il y a les acteurs classiques. Donc, je parlais de Marc Dorcel, et les producteurs et distributeurs de livres spécialisés, les créateurs de sites, les réalisateurs de films, les acteurs, enfin bon, donc les producteurs, bon, c'est peut-être pas tellement les acteurs, mais il y a des journaux spécialisés. J'espère que vous n'en connaissez pas, moi-même j'en connaissais pas avant de venir là. Mais il y a des journaux qui sont spécialisés, il y a des radios qui sont spécialisées, et puis il y a aussi un truc qu'on voit beaucoup, c'est les matériaux publicitaires, donc les publicitaires, qui sont eux-mêmes producteurs de plus en plus de matériaux pornographiques. Là je vous citais l'Opéra de Paris, la vidéo qu'on a eue en l'occurrence, qui a été faite par une société, qui a été conseillée, on en avait parlé, c'était une société publicitaire en gros qui leur avait dit faites une vidéo un peu choquante. Bah voilà, donc c'était les publicitaires. Donc ça c'est les acteurs plutôt traditionnels, mais on a aussi des acteurs nouveaux. Donc on a des émissions de télé qui flirtent de plus en plus avec la pornographie, des journaux qui flirtent de plus en plus avec la pornographie, des radios qui ont l'air apparemment neutres, mais qui en fait diffusent des messages pornographiques. Ah bah absolument, les réseaux sociaux, ça c'est... Absolument, c'est ça, c'est exactement ça. C'est même le gros problème, c'est que maintenant il n'y a plus uniquement tous ces gens-là, mais n'importe qui peut être producteur de matériel pornographique. Donc, Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence de Laurent Wauquiez, je ne sais plus, sur un plateau de télévision, où on lui demande « Est-ce que vous regardez la pornographie ?» Il dit « Mais oui, comme tout le monde, oui, j'ai pas de honte. » Voilà, donc même, on est encouragé par nos responsables politiques, qui est le président de votre région, si je me souviens bien, il est toujours président de la région. Et de la droite dure. Et de la droite dure. Ouais, bon, voilà, exactement, c'est ça. C'est un peu ça. Et donc aujourd'hui, je vous disais, tout le monde est potentiellement un producteur de matériaux pornographiques. Donc ça, c'est un développement notamment sur le web. On appelle ça des vidéos amateurs, où là, ce sont des gens, tout simplement, qui vont se mettre en scène gratuitement et qui vont mettre leurs vidéos sur Internet. Donc là, pas besoin de producteurs, pas besoin de machines de société de production ou quoi que ce soit. Un téléphone, c'est largement suffisant. Et un adolescent du fin fond du Kansas, il peut devenir producteur lui-même de films pornographiques et avoir du succès, avoir son propre succès, en tout cas subjectivement. Voilà. Voilà, donc on va passer au quatrième coup de projecteur. Donc maintenant, c'est qui subit la pornographie? Alors il faut en être bien conscient, comme je vous le disais tout à l'heure, on la subit vraiment tous, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en rende compte ou non. Donc tous les jours, on emprunte ce chemin d'hypersexualisation qui va nous mener à qui peut nous mener à la pornographie, qui nous rapproche tous les jours un peu plus de la pornographie. Et il s'agit vraiment, il faut vraiment être solide maintenant. Là, on a pas mal de jeunes dans la salle. Moi-même, je suis assez jeune. Quand j'étais à la fac, il fallait être assez solide pour résister à vraiment l'ambiance, même au lycée, hein, je me souviens au lycée qu'on nous en parlait, on nous en parlait pas mal, un petit peu moins à mon époque, mais à la fac ça c'est sûr qu'on nous en parlait vraiment beaucoup. Enfin c'était vraiment dans les mœurs totales. Moi je me souviens avoir fait un sondage parmi les étudiants de mon Master 2, et c'était de l'ordre de 100%. On était à pas loin de 100% des garçons qui regardaient la pornographie régulièrement. Donc effectivement, c'est pas du tout anodin. Il y a autre chose, nous on intervient beaucoup auprès de publics
Donc oui, des publics de droite, entre guillemets, on intervient beaucoup dans des écoles catholiques, on intervient même, on a été pas mal invité par des écoles de la fraternité Saint-Pédis, donc on était pas mal en contact avec eux, par des protestants, en Suisse notamment, là même à Paris, par des protestants là, dans 2 semaines. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de milieu épargné. Effectivement, il y en a qui vont se bâtir plus de défense, et des milieux qui vont avoir plus de défense. Notamment, oui, les milieux catholiques vont avoir un peu plus de défense, mais c'est pas du tout une garantie. Des élèves dans des écoles Saint-Pédis qui regardent la pornographie, on en a des tas de témoignages, et il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc aucun milieu n'est épargné, aucune population, les hommes comme les femmes. De plus en plus, mesdames, mesdemoiselles, vous nous rattrapez, je ne sais pas si c'est très glorieux, mais là, les dernières statistiques encore du plus grand site pornographique font état de 33% de leurs consommateurs qui seraient des femmes. Donc ça reste... Et tous les ans, c'est en augmentation. Donc ça, de toute façon, à terme, ça va arriver. Donc, même quand on n'est pas consommateur de pornographie, on subit la pornographie. Après, a fortiori, ceux qui sont consommateurs de pornographie, donc on peut les appeler les pornophiles, eux vont être effectivement particulièrement touchés. Donc déjà, nous on travaille principalement avec des addicts. Donc, en fait, l'action de Stop au Porno, c'est d'abord d'aider les gens qui sont pris dans le torrent pornographique, donc des addicts qui ont vraiment des problèmes, on leur donne des conseils, on a une cellule d'écoute, on travaille avec des psychologues, des infirmières. Et puis d'un autre côté, on a aussi une action publique où on essaie de modifier l'opinion publique sur le sujet du porno. Parce que après tout, la meilleure barrière c'est soi-même, hein, c'est les parents qui vont expliquer à leurs enfants qu'il ne faut pas, que c'est un univers dont il ne faut pas trop s'approcher. Donc voilà, c'est un peu nos 2 modes d'action, et puis donc bien sûr dans la partie publique, c'est changer des lois. Mais donc on travaille beaucoup avec des addicts et des gens qui sont vraiment en grande détresse, et c'est vraiment un nombre assez élevé. Il y a eu l'Ordre national des obstétriciens qui a commandé un sondage il y a 2-3 mois, à fin 2019, et qui disait que chez les 14-15 ans, on avait 8% d'addicts. Et tenez-vous bien quand je vais vous dire ce que c'est qu'un addict. Un addict, c'est quelqu'un qui regarde plusieurs heures par jour. C'est le minimum 4 heures par jour. Donc on est à 8% chez les 14-15 ans de 4 heures par jour. On se demande où est-ce qu'ils trouvent le temps, mais quand on est addict, les drogués à l'héroïne, ils trouvent le temps, ils trouvent l'argent, et ils vont finir par avoir leur dose. Hein. Voilà, il y a un autre chiffre qui peut faire peur, c'est sur Internet. 1/3 des connexions Internet sont liées à de la pornographie. 1/3 aussi des fichiers qui sont téléchargés sont liés à de la pornographie, et c'est aussi 1/3, je ne sais pas si c'est un hasard, mais il y a aussi 1/3 des recherches Google qui sont liées à de la pornographie. Donc c'est vraiment énorme, et quand on n'est pas dedans, on se dit mais c'est une autoroute qui nous passe à côté, qu'on ne voit pas, mais qui en fait existe vraiment, et dont il faut se rendre compte parce que le sujet devient vraiment, vraiment préoccupant. Le premier site pornographique mondial, lui, il a un stock de 13 milliards de vidéos pornographiques. 13 milliards de vidéos pornographiques. J'imagine qu'il y en a quelques-unes en double, mais 13 milliards de vidéos pornographiques, il faut quand même vraiment le vouloir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en postent des dizaines et des dizaines. Voilà, les 4 premiers sites, une autre statistique encore, les 4 premiers sites pornographiques au monde ont annoncé, je crois que c'était en 2018, un cumul de 350 milliards de vidéos qui ont été visionnées. En une année. 350 milliards de vidéos. Il y a des gens qui regardent des dizaines et des dizaines. Voilà, donc effectivement, ces chiffres sont assez inquiétants. On a une autre, dans la question qui subit la pornographie, on a une autre question, c'est parmi ceux qui subissent la pornographie, quel degré de responsabilité on a? Et notamment les pornophiles, donc ceux qui en consomment, quel degré de responsabilité ils ont? Donc évidemment, tout le monde est responsable de ses actes. Et ça, clairement, il faut... Enfin, nous, c'est un peu ce qu'on dit, on culpabilise un peu les gens pour se faire rendre compte de leurs fautes. Mais donc évidemment, on a une responsabilité. Mais en l'occurrence, il y a une théorie marxiste qui est assez connue, hein, c'est celle de la responsabilité, de la liberté réelle et de la liberté formelle. Donc on a tous la liberté formelle de ne pas regarder de pornographie. Moi j'ai la liberté formelle de partir, aller aux Bahamas et puis de me la couler douce pendant un an. Mais la liberté réelle, évidemment, moi, si je pars, déjà vous n'allez pas être très content. Mais si je décide d'aller aux Bahamas pendant un an, je ne sais pas de quoi je vais vivre, de noix de coco, j'en sais rien, mais voilà, ma liberté réelle est un petit peu réduite. Et ben c'est exactement la même chose avec la pornographie. Quand on a eu une hypersexualisation, moi je vois, pareil dans mon Master 2 par exemple, ou dans mon lycée. En lycée, on est un peu plus proche, on se voit tous les jours. Dans mon lycée, la liberté réelle de ne pas regarder de pornographie, quand c'est ce dont on nous parle, et que nos camarades qui sont cool nous en parlent,
la liberté réelle, elle est sacrément réduite. Quand en plus on sait que le mécanisme de la pornographie, c'est de tendre un piège dans lequel nos mécanismes du cerveau vont rentrer, parce qu'évidemment, c'est le but quand on regarde la pornographie, c'est d'obtenir du plaisir facile. Là, la liberté réelle, elle commence à vraiment, mais vraiment se réduire. Donc, notamment chez les plus jeunes. Enfin là, je regardais encore un article là hier, il y a des collégiens de 10-11 ans dans une école en Gironde qui ont été attrapés à regarder de la pornographie dans les toilettes. C'est 10-11 ans, donc là, quelle liberté est-ce qu'eux ils ont? Quelle responsabilité est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui a failli? On est beaucoup à faillir. Les parents faillissent, les grands-parents faillissent. Faillissent, oui, ça dit comme ça. Mais surtout, mais l'État devrait vraiment prendre des mesures et se rendre compte du problème. Donc j'espère que je vais vous faire vous rendre compte du problème et que vous-même vous répercuterez. Moi j'en parle à tout le monde. Hein. Moi vraiment, la caissière de mon supermarché, toutes les caissières du supermarché ont déjà entendu parler du problème de la pornographie. Je leur en ai toutes parlé. Donc vraiment, je n'hésite pas et je vous encourage à faire la même chose. Donc un cinquième coup de projecteur, quelles sont les conséquences de la pornographie? Donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Quelles sont les conséquences de la pornographie pour la personne? Donc on peut le dire, elles sont assez dramatiques. Il y a 4 règles simples, que je vais vous dire après avoir bu. Donc c'est toujours plus souvent, toujours plus longtemps, toujours plus pervers, je dirais, ou salace. C'est des thèmes toujours plus pervers, on va dire, et toujours plus violents. Donc, ça c'est les 4 règles qu'il faut vraiment avoir en tête quand on consomme de la pornographie, à moyen et à long terme, c'est une constante. Je lisais aussi un article d'un médecin australien qui s'occupait de la pédophilie. Et donc, lui, il étudiait comment la pédophilie pouvait arriver chez les gens. Et en fait, il raconte qu'on n'a jamais eu autant de gens attirés par la pédophilie. Ça reste, j'espère, encore une minorité parmi les gens qui regardent la pornographie, mais la pédophilie obéit à ces 4 règles, c'est-à-dire que le porno classique ne suffit pas. Au bout d'un moment, le cerveau s'y habitue, et c'est toujours plus profondément. Donc c'est la règle, toujours plus souvent, toujours plus longtemps, toujours plus pervers et toujours plus violent. Et donc, cet article-là, c'est un article vraiment qui fait une peur bleue, parce que les gens disent, mais nous on est des gens tout à fait normaux, j'ai une vie de famille normale, et puis en regardant la pornographie, au bout d'un moment, je me suis rentré dans cet abîme-là, et pourtant j'ai jamais été attiré avant par quoi que ce soit. Et le médecin lui-même expliquait que, oui, effectivement, ce sont des gens normaux. Maintenant, les gens qui regardent du matériel pédophile, peut-être pas des gens qui vont aux actes, ce qui spécifiait que ce n'était pas des gens qui allaient forcément aux actes, mais des gens qui regardent du matériel... Ah, génial. Qui regardent du matériel pédophile sont des gens, des profils normaux. Et donc ça, c'est pareil, c'est tomber dans le piège de la pornographie qui va amener de plus en plus loin dans toujours plus pervers. Donc les conséquences, elles sont physiques, elles sont psychiques. Alors déjà, il y a le cerveau. Ça, c'est quelque chose qu'on voit qui est de plus en plus... c'est un argument qui est de plus en plus utilisé et qui est de plus en plus étudié. Le cerveau subit des lésions graves, qui sont parfois, même assez souvent, irréversibles. Bon, le cerveau, il a une plasticité, donc on espère que c'est jamais irréversible. Alors déjà, il y a le phénomène du circuit de récompense. Donc vous connaissez peut-être cette hormone, je crois que c'est une hormone, qui s'appelle la dopamine, donc qui est sécrétée à chaque fois que, alors par exemple là quand je bois un verre d'eau, que j'ai très soif en plus, je sais pas ce que j'ai. Donc j'imagine j'ai la dopamine qui est montée en regardant mon verre d'eau. En fait, en regardant un plat appétissant, en sentant une odeur de nourriture, on a de la dopamine qui va arriver. Pareil pour l'acte sexuel, quand on est dans une relation normale de couple et qu'on s'approche de son conjoint, la dopamine va jouer. Et la dopamine, c'est donc connu comme l'hormone du bonheur, en gros. L'hormone du bonheur, du plaisir peut-être plutôt, qui sont un peu liés. Mais là, en l'occurrence, la pornographie, en fait, ça aussi, c'est vraiment quelque chose dont il faut se rendre compte. La pornographie, c'est des sécrétions de dopamine à des niveaux qui n'ont jamais été vus dans l'histoire de l'humanité. Un homme préhistorique, il avait de la dopamine de manière régulière, tout au long de la journée, tout au long de la semaine, vraiment assez peu, et c'était suffisant pour qu'il ait envie d'y retourner, à retrouver la dopamine. La pornographie, c'est gratuit, c'est à volonté, et ça peut aller dans tous les fantasmes il doit y avoir tous les fantasmes, il y a absolument tous les fantasmes sur Internet. Donc tous les fantasmes finissent par être réalisés, et ça perturbe gravement, mais on peut même pas
dire suffisamment, mais plus que gravement, le circuit de la récompense. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, alors déjà, l'excitation sexuelle, elle est beaucoup plus difficile à avoir, ça c'est une certitude, mais surtout, de manière générale, toute circuit de la récompense est perturbée, et donc on n'a plus envie de rien. Mais moi, je me souviens on a un jeune homme qui doit avoir 28-29 ans, qui est marié en plus, et qui lui nous disait, lui c'est une dépression totale, il n'a plus envie de rien faire, il sentait depuis quelques années déjà qu'il était moins productif, qu'il avait moins envie de faire des choses, qu'il avait moins de plaisir dans la situation de plaisir, et voilà, au bout d'un moment, il en est arrivé au point où oui, c'est grave, il n'a plus envie de rien. Voilà, donc ça c'est la première chose sur le cerveau. Il y a ensuite un autre phénomène, qui est l'érosion du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie à l'avant du cerveau, donc qui est au-dessus des yeux. Et ça, c'est le centre qui gère toutes les décisions, en gros. Donc c'est la volonté, c'est la morale, donc c'est se donner des règles, ce genre de choses. Et ça s'est vu, ça se voit anatomiquement par les médecins qui l'étudient, que le cortex préfrontal s'érode. Donc vraiment, il diminue en taille et il diminue donc forcément en force. Les enfants ont des cortex préfrontaux en développement, donc souvent plus petits, moins développés, donc c'est pour ça qu'ils ont un peu plus de mal avec les règles, etc. Sauf que maintenant, avec la pornographie, ce sont aussi des adultes. Et quand ce sont des enfants de 8 ans, j'ai un autre exemple une petite fille de 8 ans qui regarde de la pornographie à haute dose, là, on peut se demander dans quelques années quelles conséquences ça aura sur sa vie. Comment est-ce qu'elle ne pourra être complètement détraquée dans la société? Je ne sais pas comment. Les conséquences peuvent être vraiment, vraiment dramatiques. Alors, les témoignages nous confirment aussi qu'on a des problèmes physiques. Donc, plus simplement, l'équilibre musculaire est touché. Ça, j'avoue, moi, ça m'avait un peu étonné. Je me suis dit, bon. Et non, plusieurs témoignages concordants nous disent que l'équilibre musculaire, les gens ont une tendance à trembler, les addicts ont une tendance à trembler, ça c'est les addicts, donc c'est pas non plus la majorité, mais une tendance à trembler, évidemment la sociabilité, la vie sociale elle est réduite vraiment au minimum, voir des jeunes filles en l'occurrence dans la rue, c'est très difficile à gérer pour eux. Le contact avec, souvent ce sont les hommes, hein. Donc le contact avec les jeunes filles devient vraiment, vraiment très 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 difficile. Et ça évidemment, ça mène à la dépression, clair et net, hein. C'est pas très compliqué à comprendre. Voilà, donc ça c'est les conséquences sur l'individu, et puis on a aussi des conséquences sociales. Donc le nombre de familles qui ont été brisées, ou qui sont brisées, et qui sont continuellement brisées par la pornographie, là, pareil, on n'en compte plus. J'ai le témoignage, je me souviens, d'une jeune fille qui s'appelait Mathilde, dont le copain regardait de la pornographie de façon régulière. Et elle, ça lui a fait un effet vraiment... Alors c'est une fille tout à fait équilibrée, on la connaît, on l'a rencontrée plusieurs fois. Ça a eu vraiment un effet dévastateur sur elle, où elle s'est sentie... heureusement, elle n'est plus avec ce garçon-là, mais elle s'est sentie tellement dévalorisée qu'elle en a fait vraiment une dépression, et donc elle est encore un peu en recouvrement, si on peut dire, en convalescence de sa dépression. Donc des familles qui ont été brisées. Alors là, il y en a là récemment, il y a 2 semaines, je suis intervenu dans une famille dont l'enfant de 11 ans avait regardé la pornographie, et je vous raconte pas l'état de la mère, elle était en pleurs au téléphone d'une manière vraiment... ça serrait le cœur. Voilà, donc les familles sont détruites. Plus haut que ça, la société en elle-même subit des conséquences. Je sais plus exactement qui disait ça, mais c'était un producteur de porno qui racontait dans un bouquin que la pornographie c'était très bien parce que ça avait pour but de limiter la procréation. Donc si on fait moins d'enfants en France, c'est peut-être aussi parce qu'on a de plus en plus de pornographie. Si on fait moins en moins l'amour en France, dans le monde occidental, c'est sûr que c'est à cause de la pornographie. Et donc naturellement, on fait moins d'enfants. Et on sait à quel point nos retraites elles vont pas se payer toutes seules, donc il faudra faire plus d'enfants. La vie sociale, le tissu social de manière générale est évidemment cassé. Quand vous avez des proportions assez grandes de jeunes hommes qui sont plus capables d'avoir des rapports normaux avec des jeunes filles, évidemment les jeunes filles vont se sentir un petit peu délaissées, elles vont sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une ambiance générale qui peut être mauvaise,
Donc ça au niveau du tissu social aussi, ça joue. La violence, évidemment décuplée. On a des histoires, pareil, dans des collèges. Il y a eu des collégiens qui avaient 13, 14, 15 ans, qui ont fait du viol en réunion dans un collège à Toulouse il n'y a pas longtemps. Et évidemment, on s'est rendu compte qu'ils étaient complètement accros à la pornographie. Et leur avocat a dit, mais ce sont des victimes, il a 13 ans, le petit, là, il est vraiment accro à la pornographie, donc évidemment, il reproduit ce qu'il voit, et voilà. Donc l'explosion de la violence, ça c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. La pornographie est ultra violente, et elle pousse à croire que dans les relations sexuelles, il faut de la violence. Un sondage anglais nous disait ça, que un nombre de jeunes filles qui disaient qu'elles avaient subi de la violence, qu'elles n'avaient pas demandé, qu'elles n'avaient même pas imaginé recevoir au cours de l'acte sexuel, parce que la pornographie nous dit, bah voilà, il faut être violent dans l'acte sexuel. Voilà, donc voilà pour le 5e. Notre 6e coup de projecteur. Je vais finir sur des notes d'espoir. Rassurez-vous, je sais que là c'est un peu lourd, mais vraiment il faut descendre dans la difficulté pour améliorer les choses. Donc le 6e coup de projecteur, c'est... bon là c'est un petit peu... Nous on travaille pas mal à la réhabilitation de la morale. On pense que le bien et le mal sont des concepts qui existent. Et donc uniquement l'argument rationnel de dire ça aura des conséquences sur le cerveau, etc., on pense que c'est pas suffisant. Et donc on milite pour le retour de la morale, ou en tout cas pour le retour d'une morale qui dit bah, voilà, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont mal, des choses qui mènent au bonheur, des choses qui mènent au malheur. Voilà, c'est le bien et c'est le mal. Donc on peut se demander, est-ce que la pornographie c'est un mal? Donc c'est absolument indiscutable. Après tout ce que je vous ai dit, j'espère que c'est indiscutable. La pornographie, en gros, c'est refuser de façon catégorique, donc en bloc, une personne dans son intégralité. Donc c'est plus une âme, un esprit, un cœur, un corps. C'est uniquement un corps, et c'est même plus uniquement un corps, c'est un corps sur lequel la caméra vise une partie spécifique et un acte spécifique. Le seul intérêt, en fait, maintenant de l'être humain dans la pornographie, c'est d'avoir le plaisir maximum et une jouissance immédiate. Alors qu'évidemment, la personne humaine est une des œuvres les plus belles de la création, on en est tous, donc c'est un petit peu au centre de nos vies, et réduire une personne humaine à des actes et à des parties anatomiques uniquement, c'est d'une pauvreté et d'une tristesse vraiment, moi-même, que je trouve vraiment dramatique. Et puis c'est même une aberration philosophique. Si on se sort un peu de la philosophie des Lumières, en allant toutes les philosophies antiques ou traditionnelles, c'est une aberration totale que le cycle et que le fléau de la pornographie. Voilà, je sais pas combien de temps j'en suis, j'ai encore du temps. Ouais, encore combien? Ouais, 10 minutes. 10 minutes, ouais. Ok. Donc voilà, donc nous notre idée c'est de dire il faut être solide et il faut être capable de se dire on va aller contre le discours ambiant qui dit que le bien et le mal ça n'existe pas. Donc la pornographie c'est pas mal, non la pornographie c'est et notamment nous luttons principalement parce que c'est plus urgent auprès des mineurs, donc on essaie parce que les conséquences sur les mineurs sont évidemment plus graves que sur les adultes, mais les conséquences sont les mêmes sur toutes, elles existent sur tous, sur les mineurs comme sur les adultes. Donc ça pareil, on entend beaucoup de nous dans nos discours, on a même des bénévoles, je vais vous dire, qui nous disent non mais sur les adultes c'est pas très grave. Si, les conséquences sont les mêmes, elles sont uniquement dans des degrés différents, mais les conséquences existent. Et nous, les témoignages qu'on reçoit, c'est pratiquement toujours sur les adultes. En tout cas les témoignages directs, les témoignages indirects, bon là on a des mères de famille, etc. Mais voilà, donc il faut aller contre ce discours ambiant. Par ailleurs, la pornographie, c'est, quand vous prenez aujourd'hui les producteurs de pornographie, vous regardez leurs ancêtres politiques ou idéologiques, ce sont des mafieux, au sens propre. La sexualisation et la sexualité à des fins commerciales, de toute l'histoire, pendant toute l'histoire, ça vous ouvrez un livre d'histoire là-dessus, ce sont les mafieux qui s'en occupent. Donc les maisons closes, etc. Ce sont des mafieux qui s'en occupent, et alors, c'est leurs ancêtres peut-être dans les années avant vraiment la libéralisation de la pornographie, c'était des groupes mafieux donc, qui s'occupaient qui faisaient du jeu, qui faisaient de la drogue ou de la contrebande de cigarettes, et puis ils faisaient aussi de la pornographie. Voilà, donc on se dit, c'est quand même, il y a peut-être quelque chose derrière quand même qui va pas bien.
Voilà, donc pour le 7e et dernier coup de projecteur, je vais vous faire une conclusion un petit peu plus longue, mais pour notre 7e et dernier coup de projecteur, maintenant, c'est, après le constat, c'est place à l'action. Comment est-ce qu'on lutte contre la pornographie? Il est indispensable de lutter contre la pornographie en permanence, et d'abord à l'intérieur de sa famille, et puis ensuite au niveau de la société. Donc d'abord, il y a un combat qui est à mener en famille. Alors nous, notre expression, on dit il faut bâtir, il faut construire ou reconstruire une forteresse familiale absolument imprenable. Il faut sacraliser la famille pour qu'il y ait un endroit dans la vie des enfants ou même des adultes qui soit complètement exempt de pornographie. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait? Alors déjà, on le dit en permanence, on parle de bien et de mal, ça il faut le dire. On dit que la pornographie c'est mal, ça évidemment. On fait ce qu'on appelle aussi une éducation à la pureté, donc ça peut être un petit peu vu comme religieux et donc un peu vieux, mais l'éducation à la pureté, c'est pas uniquement pour faire plaisir au bon Dieu, mais c'est aussi pour aller, c'est une route vers le bonheur, donc par laquelle il faut qu'on passe tous, et notamment les plus jeunes, notamment les enfants. Donc l'éducation à la pudeur, naturellement, qui va avec l'éducation à la pureté. Alors, pour faire de sa maison un lieu sacré, il faut avoir absolument, ça c'est une règle qu'il faut se poser, aucune tolérance, zéro pour les matériaux pornographiques. Les revues, les livres, la radio, les DVD, la télé, les ordinateurs. Pour les enfants, alors je ne sais pas si le public est assez jeune, bon, si vous avez des enfants, des petits-enfants, il faut faire en sorte que les ordinateurs, déjà, c'est un conseil qu'on donne notamment quand on va dans des familles, il faut que les ordinateurs soient dans des lieux publics, soit dans des lieux de passage de la maison. Parce que l'ordinateur est une machine, effectivement, à tentation et à difficulté. Je vous en prie, si vous voulez. Est une machine à tentation, et donc il faut aider ces enfants-là. Les enfants, il faut les aider à ce qu'ils ne tombent pas là-dedans, et pour ça, en les aidant, il faut leur donner des règles. Donc cette première règle-là, c'est pas d'ordinateur, pas de téléphone portable dans les chambres. C'est dans des lieux de passage. Évidemment, il y a beaucoup de filtres, d'applications qui sont capables de bloquer, qui bloquent plus ou moins bien. Il y a le plus simple à mettre en place, c'est le Google Safe Search, qui est très très facile à mettre en place. On va dans Outils, en haut à droite, Safe Search activé, on l'active. C'est tout simple, ça bloque vraiment l'essentiel, 95% on va dire, du matériel pornographique qu'on pourrait trouver sur Google. Ce genre de choses-là, pour les enfants, même pour soi-même, hein, tous les addicts, nous, la première question c'est quel logiciel pour bloquer la pornographie. Donc ça c'est très utile. Pour le téléphone portable dans la chambre, on a une de nos collègues par exemple qui a une méthode qui est la boîte à portable. Donc tous les soirs, les enfants déposent leur portable, et les parents aussi, ça c'est très important aussi que les parents donnent l'exemple, dans la boîte à portable, et donc ils ne l'ont pas dans leur chambre. Voilà, donc il faut aussi vérifier les lectures, bon, ça, de manière générale. La maison, ça doit être aussi donc, un lieu qui est protégé, mais ça doit être aussi un lieu de discussion et de formation à l'amour. Il faut en discuter. Ça, alors, pareil, nous, officiellement, on n'est pas une association catholique, et vous n'êtes pas tous catholiques, mais dans le monde catholique, c'est plus que répété qu'il faut discuter de ça. Je me souviens avoir lu un discours qui date de 1929 d'un cardinal lyonnais d'ailleurs je crois, qui disait mais oui, il faut en discuter, le silence peut être coupable et peut vraiment avoir des conséquences très graves. Il y a une règle aussi qu'on se dit, c'est un an trop tôt vaut mieux que un jour trop tard. À partir du moment où on n'en a pas parlé et que l'enfant est tombé, a été soumis, a été exposé du matériel pornographique, ça peut avoir des conséquences vraiment très graves. Et donc il vaut mieux en parler un an trop tôt. Évidemment là, pareil, les parents ont le premier rôle, les mères tout d'abord, surtout quand les enfants sont jeunes, c'est elles qui peuvent déceler plus facilement à quel âge est-ce que les enfants sont capables d'en parler, quand est-ce qu'ils posent des questions, ça il faut vraiment être attentif à ça. Et puis les pères notamment après pour la période plutôt après la puberté. Donc chacun a un rôle particulier, évidemment les parents ne sont pas toujours obligés de le faire, ça peut être aussi des intervenants, mais il vaut mieux que ce soit les parents. Et notamment, il ne faut surtout pas s'appuyer sur l'éducation nationale. Les cours d'éducation sexuelle, c'est une calamité. Ça peut parfois, oui, ça peut avoir du bon sur des cas individuels, mais à l'échelle collective, c'est vraiment une calamité. Voilà, donc la vigilance, vraiment, ça, on l'appelle. Et enfin, bon, sur les établissements, il faut vraiment choisir les écoles, donc pas uniquement en fonction du taux de réussite au bac, mais aussi en fonction de est-ce qu'ils ont développé le thème ou pas, est-ce qu'ils en ont parlé,
Nous, par exemple, à Paris, on est très en contact avec Saint-Jean-de-Passy, qui eux sont une école un peu modèle pour ça, ils en parlent vraiment beaucoup, ils ont une approche équilibrée sur ce sujet. Mais ensuite, il faut aussi agir au niveau de la société tout entière. Donc il faut en parler à tout le monde. Parlez-en à votre caissière de supermarché. Parlez-en à votre caissière de supermarché. Je vous jure, elles sont vraiment très intéressées. Je sais pas pourquoi, moi, c'est toutes mes potes aujourd'hui. Mais elles me connaissent, elles savent. Et il y en a plusieurs que j'ai étonné la première fois que je leur ai dit ouais, je travaille dans une association qui lutte contre la pornographie, c'est un problème grave. Elles étaient super étonnées. Et donc, mais au fur et à mesure, bah voilà, elles ont compris que c'était un problème. Elles vont peut-être en parler à leurs enfants, elles vont peut-être en parler à leurs frères, elles vont peut-être en parler à leurs cousins, je sais pas. Peut-être même à leur propre caissière. C'est peut-être le cycle qu'il faudrait. Mais donc, il faut en parler vraiment en permanence. J'ai aussi, on a un autre exemple. Ça, c'est assez marrant, mais moi, j'en parle à ma caissière. On en travaille beaucoup avec une association au Québec, et lui, il est gestionnaire de fortune. Il est très 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 actif, vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et lui, il en parle, donc j'ai parlé avec sa secrétaire là, récemment à Noël, et elle m'a raconté, mais il en parle en permanence à tous ses clients. Donc ils viennent pour faire gérer leur fortune, mais il en parle en permanence, et il le dit, mais vous vous rendez compte, le problème de la pornographie, venez signer ma pétition, etc. Donc, et moi je trouve ça vraiment très très beau, et c'est certain que ça a de l'effet. Et c'est comme ça que ça aura de l'effet. Alors, au niveau de la société, donc... Il manque une page, non ? Au niveau de la société, alors par exemple, moi je travaille dans une association qui s'appelle Stop au porno. Donc il y a des associations qui luttent contre ça, on est plusieurs à lutter. Stop au porno, on est à peu près les seuls sur le terrain politique, mais au niveau des addicts, du traitement de l'addiction et de la prévention, etc., il y a d'autres associations dans lesquelles on peut s'investir et qui peuvent aider à améliorer la chose. Un autre exemple, encore une fois, je vais pas multiplier ces petites anecdotes-là, mais pareil, à Versailles récemment, on a vu une publicité, je sais même plus ce que c'était, je crois que c'était pareil, deux hommes qui s'embrassaient, enfin bon, une pause toujours suggestive, et on a été cogné au kiosque et on lui a dit ça c'est choquant, votre publicité, nous on veut pas voir ça. Et il y a quelqu'un à côté de nous qui dit ah oui bravo, vous avez raison, quelqu'un d'autre qui n'était pas content, mais on l'a dit, et le vendeur de journaux, il sait qu'on ne peut pas impunément mettre du matériel pornographique à la vue de tous. Il y a des gens qui vont réagir, et il va y avoir de l'attention, et que ça va faire en sorte qu'il y en ait moins. Voilà, donc moi je vous encourage aussi, vous pouvez militer à Stop au porno, ça vraiment n'hésitez pas, mais je vous encourage aussi donc, à agir auprès des kiosques de journaux, à écrire des courriers. Si le sujet vous intéresse, écrivez des courriers à vos députés, écrivez des courriers à vos élus, ils les écoutent, normalement ils y répondent à tous. Alors, ils n'ont pas forcément une lecture très très attentive, mais ils vont le voir et ça leur remonte. Nous on le sait, on travaille avec des députés, ils nous le disent, on a de plus en plus de courriers, les assistants parlementaires avec qui on travaille, on dit oui, on en a des courriers, on les remonte à nos députés. Donc les députés, tous les élus politiques, les maires, vraiment, faites des courriers, n'hésitez absolument pas. Les entreprises, pareil, faire des courriers, faire des plaintes au CSA quand on voit des publicités choquantes à la télé, ça a du sens, ça a vraiment du sens, les journaux le reprennent après, plus il y a de plaintes, plus on sent qu'il y a une réaction qui s'organise. Voilà, donc je vais conclure. Donc, vraiment, la lutte contre la pornographie, c'est un combat, moi, personnellement, qui m'apparaît comme fondamental, mais plus je travaille dedans, plus je me dis que c'est fondamental, vraiment. C'est un des combats les plus urgents qu'on ait, parce que les conséquences peuvent être vraiment, vraiment dramatiques. En fait, les conséquences sur les individus sont dramatiques en elles-mêmes, et le caractère massif est vraiment plus qu'inquiétant. Chez les jeunes générations, ça devient très, très, très inquiétant, et il faut absolument prendre en main le sujet. Donc pour protéger l'épanouissement de chacun, et puis pour protéger toute la solidité de toutes nos familles, je vous l'ai dit plus tôt, pour protéger notre pays. La société en elle-même peut être détruite, même sera détruite si on ne fait rien, sera détruite notamment par ce biais-là. Voilà, il y a des signes d'espoir, donc c'est pour ça aussi, nous, de temps en temps, on regarde les signes d'espoir, on regarde à l'étranger, parfois il y a des choses qui sont pas mal, et on se dit, voilà, c'est possible, on va y arriver un jour en France, on va y arriver. Il y a des États, donc c'est pas très étonnant, le premier que je vais vous citer, c'est la Russie. Il y a eu, donc c'est pas complètement bloqué, mais il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits à ce niveau-là. Il y a eu une décision de justice qui a vraiment rendu très difficile l'accès à certains sites pornographiques. Alors, c'est toujours facile de passer, c'est facile.
quand on est un peu geek, on arrive à passer outre. Mais il y avait une décision de justice de 2015 ou 2017, je ne sais plus, qui a bloqué vraiment les plus gros sites pornographiques. Et aujourd'hui, on le voit clairement quand on regarde les sites les plus visités en Russie. Alors, dans tous les pays du monde, dans le top 10, il y a 1 ou 2 sites pornographiques. En Russie, je crois que le premier, il est 70e ou 80e site le plus visité. Donc, on voit quand même qu'il y a eu de l'effet. Il y a eu... Non, je pensais que vous vouliez dire quelque chose. Alors, un autre exemple, ce sont les Philippines. Donc, les Philippines, déjà, ils ont bloqué tous les sites pédophiles, parce que les sites pédophiles en France, on en a un bon paquet. On se demande ce qu'on fait. Nous, on a porté plainte récemment contre un site pédophile, pédopornographique en l'occurrence. On attend toujours des nouvelles du parquet, le ministère de la Justice ne fait rien. Donc voilà, il y a des pays qui le font. Les Philippines l'ont fait entièrement, ils ont été vraiment, d'après les échos qu'on a eus, on a quelqu'un qui travaille pas mal avec les Philippines, ça a été vraiment bien fait et il y a eu une vraie volonté. Le pays enfin que je vais vous citer, qui est le meilleur exemple pour nous, c'est la Corée du Sud. Donc c'est une démocratie à la française, comme en France, assez classique. Mais en fait, en Corée du Sud, il y a une culture de la lutte contre la pornographie qui fait que tous les sites pornographiques sont bloqués en Corée du Sud. Ils sont par ailleurs consommateurs, donc on voit qu'il faut une action globale là-dessus. Mais les sites pornographiques sont bloqués, et ça on le voit. La vente, je crois que la détention de pornographie n'est pas interdite, mais toute la commercialisation de la pornographie, toute, livre, radio, peu importe, tout est interdit. Donc c'est vraiment un très bon exemple. Il y a aussi des réactions plus locales, donc pas uniquement des États, on peut avoir des actions même à notre petite échelle. Donc il y a une ville en Australie qui s'appelle Toowoomba. Moi ça ne me disait rien, alors que je m'y connais un peu en géographie. Et il y a quand même 100 000 habitants à Toowoomba, donc c'est quand même une assez grosse ville. Hein. Alors je ne sais pas à quelle ville c'est comparable en France, mais enfin, c'est une assez grosse ville en Australie, dans laquelle ils ont décidé, donc c'est les élus qui en ont décidé tout d'abord, sous la pression de la population, de faire une ville complètement clean de la pornographie. Donc ils ont supprimé toutes les publicités, ils ont supprimé tous les journaux, ils ont supprimé dans la vie publique tout ce qui a trait à la pornographie. Ensuite, ils ont rassemblé toute la ville sur la place de la mairie, de l'hôtel de ville, et ils ont prêté un serment commun, que nous d'ailleurs on a édité un peu à notre façon, donc on a une petite carte sur laquelle on peut prêter serment de lutter de toutes ses forces contre la pornographie, et de ne jamais en visionner. Eux, ils ont prêté un serment commun, ils ont prêté ce serment-là, nous on a repris exactement le même, et donc c'est une ville propre de pornographie. Voilà, et ça on n'en a pas tellement entendu parler, mais pourtant, oui, ça existe. Donc la société civile, évidemment, agit aussi. Stop au porno, par exemple, nous agissons. Liberté politique agit sur le sujet depuis assez longtemps. Alors, Liberté politique avait demandé... François Biel-Leclerc, il avait pour habitude, depuis 2007, de faire signer un espèce d'acte de profession de foi, j'en sais rien, un acte d'engagement aux hommes politiques. Et donc, en 2007, sur la pornographie, personne n'avait signé. En 2012, je crois que 1 ou 2 candidats avaient signé, mais assez mineurs. Et en 2017, là, pour la première fois, on a Jean-Frédéric Poisson qui l'a signé, on a François Fillon qui l'a signé, on a Marine Le Pen qui ne l'a pas signé, mais qui a fait une belle déclaration à la radio qui était assez encourageante. Et donc, ce genre d'action-là, il n'y a pas besoin d'être une fondation ou quoi que ce soit pour en parler. Il suffit d'aller voir nos députés et de dire voilà, moi je voudrais que vous vous engagez là-dessus, ou un candidat au présidentiel, hein, je voudrais que vous vous engagez là-dessus, est-ce que vous êtes prêt à le faire? Et ça, il suffit d'aller les voir, c'est pas très compliqué. Donc il est possible d'agir, et vu qu'il est possible d'agir, je vais même dire qu'il est de notre devoir d'agir, vu la gravité du sujet. Voilà, donc je vous encourage, pour terminer, vraiment à sentir une force en vous. Réfléchissez. Enfin, moi personnellement, quand je vois, quand j'imagine, quand je me rends compte, quand je réalise que des enfants de 7-8 ans, il y avait un reportage France 2 récemment qui disait qu'une petite fille de 8 ans était accro à la pornographie. 8 ans, elle n'a eu aucune liberté, elle n'a eu aucun choix, elle est tombée dedans et elle en aura probablement des conséquences toute sa vie. Quand on voit ce genre de choses-là, il faut se dire, bon bah voilà, je me lève de mon lit et je vais prendre une action pour lutter contre cette horreur. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais en tout cas, sachez que Stop au porno, nous sommes très optimistes. On est persuadés qu'on
qu'on va avoir du succès, on a de plus en plus de succès, notamment au niveau politique. On sent que les consciences commencent un peu à s'éveiller. On a travaillé avec une députée qui s'appelle Agnès Thill, que vous connaissez probablement tous. Donc elle a été assez ouverte à ce sujet-là. On a travaillé avec elle. Là, on travaille aussi. Je peux vous donner en avant-première un autre député qui est Jean-Christophe Lagarde, donc le président de l'UDI. Donc alors nous, on s'est dit, ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit, mais hier, il nous a dit qu'il soutenait notre proposition de loi. Donc on a lancé une pétition en novembre 2019 qui visait à faire de la protection des mineurs contre le porno la grande cause nationale 2020. Pourquoi la grande cause nationale? Parce que les dernières années, c'était la protection des femmes, le cancer, la cigarette. Là, cette année, on est en lice avec la protection des abeilles et l'alimentation. On se dit que la protection des mineurs contre le porno, ça peut avoir ses chances. Et donc on a lancé une pétition, on a eu très rapidement nos 10 000 signatures, celle qu'on espérait, et on a pu lancer une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale là, le 13 décembre, je crois, par Agnès Thill, qui a été co-signée par une vingtaine de députés. Et on continue là tous les jours à rappeler les députés, à rappeler le Premier ministre pour faire en sorte que la protection des mineurs soit la grande cause nationale pour 2020. Voilà, donc c'est tout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Et donc j'espère que je vais avoir beaucoup de témoignages de bonne volonté en prenant nos livres et nos DVD que je vous rappelle sont offerts. Donc n'hésitez vraiment pas à les prendre. Voilà, merci beaucoup.